Fiami. Salut Fiami. Salut les enfants. Qu'est-ce que tu dessines? Un monsieur qui s'appelait Edmond Halley. Comme la comète? Non, c'est la comète qui s'appelait comme lui. Et d'ailleurs, vous savez qu'elle repassera en 2061? En 2061? Mais t'auras quel âge? Moi, j'aurai 99 ans. Alors tu seras mort. Tu parles, je serai dessus et puis je vous ferai coucou. Mais c'est quoi une comète? Une espèce de caillou qui traverse l'espace. Pour mieux comprendre, je vous propose de partir à Greenwich, en Angleterre, vers 1678. Suivez-moi. Mais c'est où Greenwich? Greenwich, c'est dans le sud de l'Angleterre, c'est tout près de Londres. Ici. Greenwich, ça me dit quelque chose. Y a pas un méridien à Greenwich? C'est quoi un méridien? Un méridien, c'est une ligne imaginaire qui fait le tour de la Terre en passant par le pôle Nord et le pôle Sud. À Greenwich, il y a le méridien 0. C'est nul. Et ça ne dit pas ce que c'est une comète. Depuis toujours, on avait très peur des comètes. Il faut imaginer, les nuits étaient toutes noires et tout d'un coup, on voyait apparaître une nouvelle étoile qui grandissait, qui se déplaçait et qui traînait derrière elle une espèce de chevelure. Ça flanquait la pétoche à tout le monde. On attribuait aux comètes des pouvoirs maléfiques. On a accusé celle de 1605 d'être la cause de la peste qui a ravagé l'Angleterre l'année suivante. On ne savait pas d'où elles venaient, on ne savait pas où elles allaient, on ne savait pas ce qu'elles étaient. On ne savait vraiment rien. Edmond Halley voit sa première comète quand il avait à peu près votre âge. Et lui, il trouve ça magnifique. Ça déclenche même sa vocation pour l'astronomie. Quand il a 20 ans, il s'embarque pour une île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, Sainte-Hélène, ici, pour réaliser la première carte des étoiles du ciel visibles depuis l'hémisphère sud. C'est quoi l'hémisphère sud? La sphère terrestre a deux hémisphères. L'hémisphère nord au-dessus de l'équateur et puis l'hémisphère sud en dessous de l'équateur. On avait des cartes des étoiles du ciel visibles depuis cet hémisphère nord, mais on n'en avait pas de celles visibles depuis l'hémisphère sud. C'est pour ça qu'il est allé à Sainte-Hélène. Voilà, et comme il allait au sud, il croyait qu'il ferait beau, mais en fait il a eu un temps pourri. Il t'a envoyé des cartes postales? Bref, après 18 mois, Halley retourne à Greenwich et il pose sur la table du directeur les premières cartes des étoiles de l'hémisphère sud. Il devient immédiatement célèbre. Les années passent et les scientifiques essayent d'expliquer la mécanique céleste, les mouvements des planètes. Robert Hooke, Edmond Halley, que voici, pense que les masses s'attirent de façon inversement proportionnelle au carré de leur distance. Hein? En fait, que plus les masses sont éloignées et moins elles s'attirent. Loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Mais tout ça, en fait, c'est que des suppositions. On n'a pas de preuves mathématiques. Halley va alors frapper à la porte d'un mathématicien qui s'appelle Isaac Newton et lui demande ce qu'il en pense. Isaac Newton, le voici. Newton lui dit que c'est juste, qu'il a déjà tout calculé depuis 20 ans. Halley lui demande alors où sont ses calculs. Le problème, c'est que Newton était aussi alchimiste et il mettait régulièrement le feu à son atelier, faisant disparaître tous ses travaux. Ça vaut bien la peine d'être un génie. Halley demande alors à Newton de recommencer ses calculs. Mais Newton lui dit que c'est beaucoup trop compliqué et qu'il ne veut surtout pas de polémique avec les autres scientifiques et qu'il préfère rester dans l'ombre. Halley va alors insister et il va finalement réussir à le convaincre. Comment il va réussir à le convaincre? Ils vont devenir amis. Et c'est là où ça devient merveilleux parce qu'on peut dire que la théorie de l'attraction universelle, c'est d'abord une histoire d'amitié entre deux hommes, Halley et Newton. Mais c'est quoi l'attraction universelle? C'est les masses, les planètes, les lunes qui s'attirent. Combiné à d'autres forces, ça explique la mécanique céleste. Et quel rapport avec les comètes? Eh bien, à l'époque, une des questions qu'on se posait, c'était est-ce que les comètes passent tout droit ou est-ce qu'elles reviennent? Or, si l'attraction est universelle, ça veut dire que toutes les masses s'attirent. Et donc aussi les comètes. Donc, elles devraient revenir. Mais si c'est le cas, leur orbite n'est pas presque ronde comme celle des planètes autour du Soleil, mais en forme d'ellipse très allongée. Comme ça. Le problème, c'est que le calcul de ces trajectoires est très compliqué. Mais heureusement, Newton les a développés dans sa théorie. Halley va donc étudier les descriptions de 24 comètes à travers l'histoire. Et il va s'apercevoir qu'il y en a 3 qui ont beaucoup de points communs. Celle de 1531, de 1607 et de 1682. Bien que l'écart entre elles ne soit pas exactement le même, Halley va déduire
que ce n'est pas 3 comètes, mais une seule qui revient régulièrement. Et il va être le premier homme à faire une prévision de retour de comète en disant que celle-ci réapparaîtrait vers 1758 ou 1759. Et alors? Quand la comète est revenue à la date prévue par Halley, il était déjà mort. Trop bête. Mais l'exactitude de sa prévision a permis de confirmer la théorie de l'attraction universelle de son ami Newton. Vous avez compris? Rien du tout. On va faire une petite expérience. Venez. Les comètes ne sont pas 100% fiables. Elles n'arrivent pas toujours quand on les attend. Pourquoi? Démonstration. Regardez bien ce décor. Ici, on a une corde. On va dire que c'est l'orbite d'une comète autour du Soleil. Toi, tu vas faire la Terre. Tu vas te placer, par exemple, par ici. Voilà. Et puis toi, tu seras une petite comète avec tes beaux cheveux, ce sera parfait. Tu sais que comète, en grec ancien, ça voulait dire chevelu. Alors les comètes, elles viennent de très très loin dans l'univers, donc toi, tu pars par là-bas. Moi, je serai Jupiter, la plus grosse des planètes. Alors, tous les calculs ont été vérifiés. La comète, tu dois arriver près de la Terre dans exactement 10 secondes à partir de mon top départ. Et toi, quand je donne le top départ, tu dois tourner doucement sur toi-même. OK? C'est clair? Alors, attention, top départ. La Terre tourne, c'est super, la comète arrive, très très bien, très très bien. Hé, salut, comment ça va? Tu vas où? Ça fait longtemps qu'on se voyait plus. Je fais le tour du soleil et je repars. Ben, t'as pas une minute? Tu peux pas Non, rester un non, non, moment? non, non, je devrais déjà être près de la Terre. Bon, bah alors salut, bon voyage. Salut. Et tu continues ton voyage, mais tu arrives avec quelques secondes de retard près de la Terre. Pourquoi? C'est de ta faute, tu m'as fait perdre du temps. C'est exactement ce qui se passe dans l'espace. Comme tout voyageur, les comètes font parfois des rencontres. Elles sont attirées par les masses des planètes géantes comme Jupiter et Saturne, et elles perdent du temps. C'est grave de perdre du temps. Alors ça, c'est une excellente question à poser à un philosophe. On va le voir? Ok. Suivez-moi. Allez, on l'appelle. Philosophe, 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 philosophe. Bonjour. Bilal. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Bienvenue en Angleterre. Aujourd'hui, les enfants ont 2 questions à te poser. On va commencer avec la première. C'est grave de perdre du temps? Ça dépend. Nous, on dit souvent que le temps perdu ne se rattrape jamais. Vous avez déjà entendu cette phrase. Oui. Donc on pourrait penser qu'effectivement, perdre du temps, c'est grave. Mais l'histoire nous montre que certaines personnes ou des chercheurs ont passé énormément de temps à chercher quelque chose. On pensait qu'ils perdaient du temps, mais en réalité, leurs découvertes ont permis de faire avancer tout le monde plus vite et de gagner du temps. J'aimerais savoir, pourquoi les gens, ils avaient peur des comètes? Est-ce que toi, tu as peur des comètes? Non, Pourquoi? parce que je sais que c'est pas dangereux, que ça arrivera pas sur Terre. Et comment tu le sais? Parce qu'on me l'a dit. En réalité, les gens, ils ont toujours eu peur de ce qu'ils ne savaient pas. Et même aujourd'hui, les gens ont des craintes sur ce qu'ils ne savent pas. On a des superstitions aujourd'hui. En fait, quand on ne connaît pas une chose, on peut toujours en avoir peur. Et c'est simplement en connaissant cette chose-là, en étudiant cette chose-là, qu'on arrive quelque part, comme dit Saint-Exupéry, à l'apprivoiser. Il faut apprivoiser les choses pour apprendre à vivre avec. Et la peur diminue. Et comme les comètes, elles ont été expliquées par Halley, qu'on a très très bien compris aujourd'hui d'où elles venaient, qu'on connaît leur trajectoire, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. En réalité, l'homme a toujours peur de ce qu'il ne maîtrise pas. Mais ce qu'il maîtrise, il ne le craint pas. Cher Bilal, merci pour ces belles explications. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut philosophe. Bilal, à Au bientôt. revoir. Bon les enfants, vous avez compris? Ouais, mais moi, j'ai toujours pas compris vraiment ce que c'était une comète. Ça tombe bien, parce que moi, je connais un chasseur de comètes. Celui qui a la tête à l'envers? On l'appelle? Oui! On l'appelle. Venez. Allô Alain, ici la Suisse, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Hola, hola, comment están? Mais tout va bien et toi? Bah, on fait aller, là. Très froid en ce moment, de la neige sur les Andes. On arrive au début de l'hiver. Les enfants, je vous rappelle qu'Alain est un brillant astronome qui vit au milieu du désert d'Atacama au Chili. Mais Alain est aussi un chasseur de comètes. Dis-moi Alain, quand tu chasses la comète, est-ce que tu rentres souvent bredouille? L'essentiel du temps. C'est très très rare de trouver une comète. On cherche d'abord des astéroïdes. Puis, quand on a de la chance, on arrive à trouver des astéroïdes qui passent très près de la Terre. Et encore plus rarement, des comètes.
Alors là, à propos de comètes, là, il y a un des enfants qui aurait une petite question à te poser. Bonjour, monsieur Alain. C'est quoi une comète? Bonjour. Alors une comète, ça fait partie de ce qu'on appelle les petits corps du système solaire, c'est-à-dire que ça fait de quelques kilomètres jusqu'à en gros 50 kilomètres de diamètre. Donc l'essentiel du temps, c'est très loin du Soleil, à des milliards de kilomètres du Soleil, donc c'est congelé, donc on le voit au mieux comme un tout petit point. Mais comme l'orbite est assez elliptique, c'est-à-dire tu vois, ovale, il arrive qu'elle passe très près du Soleil. À ce moment-là, la température augmente. Comme la température augmente, la glace fond. Et la glace en question va faire un peu comme des geysers à la surface de la comète. C'est-à-dire que le gaz va partir, mais comme l'objet est très léger, si on veut, le gaz part directement dans l'espace et puis finit par faire un genre de nuage de gaz autour de la comète. Mais le Soleil émet pas mal de particules, ce qu'on appelle le vent solaire, et tout ça va souffler ces particules et ça fait la queue de la comète. Et quand la comète tourne autour du Soleil, en fait, je ne sais pas si tu vois ma main, la queue est toujours opposée au Soleil parce que c'est le Soleil qui souffle la queue de la comète. Ensuite, la comète s'en va et puis redevient toute congelée, toute froide et puis inactive, etc. Donc, c'est des objets quand même assez impressionnants à observer. Et toi, tu en as déjà vu? Donc avec une lunette, tu peux les suivre avec une lunette astronomique? Alors, on peut observer. Alors, il y a quelques comètes qui se voient à l'œil nu, c'est assez rare, mais ça se voit et c'est super impressionnant. Et on comprend que les anciens, quand ils ont vu ça dans l'ancien temps, ils étaient vraiment impressionnés parce que c'est des objets énormes. Moi, j'ai vu une fois une comète qui était grande comme ça dans le ciel, et c'est vraiment spectaculaire. Ce sont des objets qui tournent lentement autour du Soleil, donc c'est pas une étoile filante. Hein. Là, les gens font souvent la confusion. Une étoile filante, c'est un petit débris qui rentre dans l'atmosphère et qui brûle, ça dure un dixième de seconde, une seconde. Les comètes, elles vont se déplacer dans le ciel durant des mois. Il y a une comète qui a été trouvée en 1995, qu'on photographie encore en ce moment, donc elle est encore visible, elle est beaucoup plus lointaine. Et donc de nuit en nuit, on va voir l'activité du vent solaire souffler la queue de la comète, c'est très intéressant à observer. D'accord. Bah, écoute Alain, on te remercie beaucoup pour ces belles explications. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut les enfants. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Bon ben, salut Fiammy. Salut. Salut les enfants. Salut, à Annie. bientôt. Mais toi, tu préférerais être une planète ou une comète? Moi, j'aimerais être une étoile. Bah, tu peux toujours courir.